Voilà, donc voilà, là on est en train d'enregistrer. Donc il y aura aussi une version après qui sera probablement Diffusé. diffusée sur YouTube ou quelque chose comme ça. On va trouver un moyen. Donc, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a des personnes qui m'envoient des petits messages. Moi, je propose que peut-être on commence, non? Oui, Il tout est à fait. 36 là. Très bien, on y va. OK. Alors, voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Donc, super. On est nombreux ce soir. C'est vraiment chouette pour notre premier webinaire donc, de PsyLink qu'on organise. Alors, pour ceux peut-être vous me connaissez certainement pas, donc je suis Linda Kempe, je suis psychologue et aussi comment dire, créatrice, fondatrice de la plateforme PsyLink. Et pour ceux qui ne connaissent pas PsyLink, PsyLink, c'est donc une plateforme de thérapie en ligne. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire sur la thématique du bonheur et on a une invitée spéciale qui est Jérôme Palazzolo. Mais avant de donner la parole à Jérôme, je vais aussi présenter Pierluigi Graziani, qui est un collaborateur de PsyLink. Et voilà, je te donne la parole, Pierluigi, pour continuer la présentation. Merci, merci Linda. Alors, j'ai le rôle de présenter Jérôme Palazzolo et je ferai une petite introduction par rapport aussi à la conférence de ce soir qui traite du bonheur et que c'est quelque chose qu'on cherche tous, je pense, hein, et que c'est une finalité souvent la plus claire à la plupart de nos vies. Hein. Donc, beaucoup de philosophes se sont intéressés au bonheur. Et il y a aussi certaines techniques en thérapie comportementale et cognitive qui font écho aux philosophes anciens qui ont travaillé sur le bonheur. Et là, souvent, on cite Marc Aurèle, donc le stoïcisme, qui proposait le bonheur, la prospérité pour les êtres humains à travers l'acceptation du moment tel qu'il se présente. Pour les stoïciens, il était important de ne pas se laisser dominer par le désir du plaisir, ni la peur de la douleur. En fait, il se posait parfois la question pourquoi avoir peur ou souffrir de la mort d'un proche, puisque on ne peut pas éviter de mourir, donc autant de l'accepter. Une autre école que j'aime bien et qui souvent peut nous stimuler, c'est aussi celle des épicuriens. Alors, l'épicurisme a pour objectif principal euh, l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires, et éventuellement les désirs naturels et non nécessaires. Alors, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'épicurisme bannit en fait toute forme de plaisir non naturel et non nécessaire, et suggère même d'accepter certaines formes de souffrance. Et finalement, c'est la modération qui est le mot-clé aussi de l'épicurisme, c'est-à-dire apprendre à renoncer à des plaisirs immédiats, non nécessaires, pour arriver à savourer aussi davantage la vie. Donc là, ça touche aussi tout le travail sur l'acceptation aussi de la frustration et retarder parfois certaines envies de satisfaction immédiate. Après, les théories sur le bonheur sont assez innombrables. Récentes, une récente, ça peut être l'utilitarisme de Bentham qui cherchait à maximaliser le bien-être collectif. Et là, il n'y a plus de modération au bonheur. On rentre un peu dans cette théorie un peu capitaliste. Et on voit finalement où ça nous mène, parce qu'il faut de plus en plus, en fait, pour ressentir du bonheur. Alors, voilà, on cherche depuis des siècles. C'est quoi ce bonheur? Mais est-ce qu'on le trouve? Le monde a bien changé depuis les Grecs, mais finalement, la question reste toujours la même. Où est-ce ce bonheur? Comment le trouver et comment le construire? Alors, pour répondre à ces questions, mais je ne pense pas qu'il pourra répondre parce qu'on cherchera toujours ce bonheur. euh, euh,
Voilà, ce soir, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons du coup Jérôme Palazzolo, médecin, psychiatre, professeur au département santé de l'Université internationale de Senghor, Alexandrie en Égypte, et qui est aussi chercheur associé au LabCOS, un laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive et sociale de Nice, et chargé de cours à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Jérôme est surtout un écrivain compulsif. Il a écrit de nombreux livres sur l'anxiété, l'insomnie, l'agoraphobie, l'alcoolisme, les phobies, le trouble de la personnalité et aussi un ouvrage sur sur la psychologie positive qui est publié aux presses universitaires de France, que sais-je, et d'un petit précis de psychologie positive. Donc, je vous invite aussi à vous procurer les ouvrages qui vous intéressent. Ils sont très nombreux sur le site, sur différents sites en ligne ou dans les librairies. Et c'est avec Jérôme que nous allons discuter du bonheur et des clés du bonheur. Alors, pourquoi bonheur et psychologie positive? Parce que la psychologie positive suggère une réponse scientifique à la question. Il ne s'agira pas des dieux ou des paradis ce soir, mais bien qu'est-ce que la science nous dit sur le bonheur, le désir et la souffrance. Alors, je sais, Jérôme, que tu sais trouver ton bonheur en t'engageant dans la vie, en ayant de l'ambition, en fumant avec modération un bon cigare, en sirotant un whisky écossais entouré de ta famille et de tes amis. Donc, je te laisse la parole pour que tu nous parles de ton bonheur, mais aussi du bonheur en général. Merci Pierluigi, merci Linda et un grand merci à vous de m'avoir invité à participer à cette soirée via Psylink. Alors effectivement, hein, comme tu l'as dit Pierluigi, en l'état actuel, le bonheur, il nous faudrait peut-être plusieurs années pour pouvoir en parler. Donc c'est pas dans l'heure qui vient que je vais pouvoir aborder toutes les thématiques. Alors je vais juste commencer le diaporama. Alors je le disais tout à l'heure en off, ça fait partie aussi peut-être du bonheur. Mais aujourd'hui, donc, c'est le lancement du Beaujolais nouveau. Et donc, juste en bas de mon cabinet, il y a un bar qui est en train d'organiser une soirée avec de la musique. Donc, pour débuter la soirée, peut-être vous ne l'entendez pas dans mes écouteurs, mais là, je suis en train d'écouter Céron, Give Me Love. Donc, c'est pas mal pour introduire une soirée sur le bonheur. Quel bonheur. Alors, justement, exactement. Alors déjà, la première chose par rapport justement au bonheur, alors on va essayer d'aborder les choses, c'est d'essayer de poser un peu les bases. C'est-à-dire que déjà, si on s'intéresse un peu au projet, je ne remonterai pas aussi loin que toi, Pierre-Louis, parce qu'effectivement, il y a tout l'aspect philosophique du bonheur qu'on pourra peut-être aborder un petit peu plus tard. Mais en tout cas, actuellement, on peut dire que notre vie contient une myriade d'absurdités que nous ne pouvons pas changer. C'est-à-dire que dans notre consultation au quotidien, tous les jours, les patients nous expliquent qu'ils ont tel problème, tel souci, telle difficulté, telle problématique. Et effectivement, c'est toujours difficile de pouvoir faire le tri là-dedans. Et quelque part, on a tendance à se laisser déborder par cette problématique-là. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer finalement d'agir sur nos forces. C'est-à-dire que l'être humain possède de grandes forces, mais aussi des limites qui le rendent malheureux. Et souvent, on a tendance à dire, mais j'ai l'impression de me rendre malheureux tout seul. J'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Hein. Et dans ce contexte, c'est ça justement qu'on peut changer. C'est-à-dire que les problématiques environnementales, on ne peut pas y faire grand-chose. Bon, moi, je vis à Nice, donc je suis bien placé. Il fait très beau aujourd'hui. On a eu un temps de 18 degrés. Avant de faire la conférence, je suis allé me balader sur le port. J'avais un magnifique temps. Ça, c'est juste pour faire un peu baver les personnes qui participent et qui vivent en Bretagne. Mais globalement, si j'avais prévu d'aller me balader cet après-midi et qu'il pleuvait des cordes, quelque part, j'aurais pu rester chez moi et me dire, oh là là, mais c'est une catastrophe, il pleut, et j'aurais pu me pourrir la journée. Donc là-dessus, on peut agir. Moi, je ne peux pas agir sur le temps, c'est pas possible. Par contre, je peux agir sur la manière dont moi je vais percevoir les choses. Et pour rejoindre ce que disait Pierluigi, c'est un peu ce que disait Marc Aurèle, concrètement. Alors, aujourd'hui, la psychologie, on s'aperçoit que on arrive quand même beaucoup mieux à comprendre le fonctionnement cérébral
et cognitif. Alors, on n'est pas encore dans des connaissances absolues, mais en tout cas, on arrive un peu mieux à comprendre la manière dont on fonctionne. Donc, finalement, l'objectif et la question à se poser, c'est essayer de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces connaissances-là pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre sort. Comme on disait, la problématique, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous. La problématique, c'est la manière dont on interprète ce qui se passe autour de nous. Alors, le bonheur, finalement, on a l'impression que ça devient une mode actuellement. C'est-à-dire qu'aller dans n'importe quelle librairie, aller sur le site de la FNAC et vous voyez des tas de bouquins qui sortent sur le bonheur, être heureux, être plus heureux, s'épanouir, etc. Et on a l'impression que finalement, pour reprendre un petit peu les termes d'un célèbre publicitaire, si tu n'es pas heureux à 50 ans, tu as loupé ta vie, quoi. Donc, l'objectif, c'est justement d'essayer de voir si finalement, est-ce que c'est une simple mode actuelle ou est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui est présent depuis la nuit des temps. Alors finalement, on peut remonter très loin, comme le disait Pierluigi, à certains philosophes de l'Antiquité. Camus en a parlé plus proche de nous, et il disait que les hommes meurent et ne sont pas heureux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent un peu leur existence et lorsque on les interroge, ils disent mais j'ai pas été heureux, j'ai pas vécu comme j'aurais voulu, j'ai pas accompli ce que j'aurais voulu accomplir, j'ai pas eu les relations que j'aurais voulu avoir. Et quelque part, c'est bien malheureux quand on a ces personnes en consultation. Et finalement, on s'aperçoit que on est tous en quête du bonheur. C'est-à-dire que finalement, le bonheur, c'est quelque chose qui nous fait avancer, c'est quelque chose qui nous permet d'aller vers un idéal, vers quelque chose de concret, ou en tout cas concret en fonction, et on va y venir, de nos valeurs et de notre dynamique personnelle. Alors le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se considèrent pas heureuses, que ce soit face à elles-mêmes, que ce soit en couple, que ce soit au travail, etc., etc. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec des personnes, alors c'est sûr que quand vous allez dans une soirée, quand vous êtes dans un cocktail et que vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites alors tu vas bien, la personne va dire oui, oui, ça va très bien. Sauf que quand on gratte un peu, parfois c'est pas toujours le cas. Et effectivement, il y a bien des personnes qui, pourtant, alors pour reprendre une expression courante, auraient tout pour être heureuses. Et finalement, ces personnes ne le sont pas. Alors, finalement, le bonheur, c'est une quête qui est humaine. Et on en parlait à l'instant, c'est une notion qui est intemporelle. Je pense que à l'Antiquité, on en parlait déjà. Et regardez, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la mode et il faut être heureux, il faut pratiquer de la méditation, il faut pratiquer certaines techniques pour absolument être heureux. Et finalement, on s'aperçoit que si on n'est pas heureux, c'est vraiment qu'on a loupé complètement sa vie. On en parle finalement beaucoup sans se questionner sur sa définition. Finalement, c'est quoi être heureux ? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Qu'est-ce que c'est que vivre au quotidien finalement sans trop se prendre la tête et profiter des instants présents sans trop se poser des questions finalement ? Souvent, le problème, c'est qu'on se réfère à l'extase et à la joie. C'est-à-dire que voilà, je suis heureux, je suis bien, c'est génial, c'est formidable. Tu le disais tout à l'heure, tu vas me filer un bon cigare et un bon whisky, je vais dire, oh, c'est génial, je suis très heureux, très bien, je vais passer un bon moment. Sauf que le cigare, il va avoir une durée de vie limitée et que le whisky, une fois que je l'aurai bu, je ne vais pas m'en resservir 2 ou 3 parce que sinon, ça va quand même poser quelques problèmes sur mon foie. Donc finalement, l'extase et la joie, c'est quelque chose de très limité et finalement, on ne peut pas définir le bonheur sur ces concepts-là parce qu'une grande joie de longue durée est impossible. Et d'ailleurs, je discutais avec un collègue spécialiste justement des thérapies de couple et il me disait qu'il y avait beaucoup de couples qui explosaient à cause de cette notion-là, c'est-à-dire qu'au départ, c'est formidable, c'est génial, on est ensemble, et puis au bout de quelque temps, le temps passe, on a tendance à s'ennuyer un peu, on a tendance à retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la routine, et là, le couple explose. Alors pourquoi ? Parce que justement, on se base peut-être sur des notions, sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs dans le temps. Et la notion de bonheur se réfère également à cette dynamique-là. Alors, les bienfaits du bonheur.
le bonheur, ça a suscité beaucoup de réflexions, hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés à la notion du bonheur et j'aurais tendance à dire beaucoup plus ces 20 ou 30 dernières années avec l'avènement effectivement de tout ce qui relève de la psychologie positive. Alors effectivement, il y a pas mal d'auteurs qui sont intéressés à ça et les études ont montré que les gens heureux sont en meilleure santé. C'est-à-dire que non seulement ils sont heureux, mais en plus, ils sont en meilleure santé. Donc, ça a de quoi énerver pas mal. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les gens heureux, ils vivaient 8 à 9 ans plus vieux que la population classique, la population générale, qu'ils avaient souvent une meilleure hygiène de vie, une pression artérielle plus basse et un système immunitaire plus fort. Et par ailleurs, ils toléraient beaucoup plus la douleur. Par ailleurs, les gens heureux sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus productifs au travail et souvent plus prospères. Et il y a une étude très sérieuse qui a été faite justement par Lubotsky-Miski et collaborateurs en 2005 qui a mis en évidence que les gens qui se définissaient comme heureux, alors on va voir un peu les critères de définition, gagnaient en moyenne 15 000 $ de plus par an. Et on est bien d'accord que dans cette étude, c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas parce qu'ils gagnent 15 000 $ de plus par an qu'ils sont plus heureux. Ce sont des personnes qui sont heureuses et donc qui gagnent plus. Hein, c'est presque soit plus heureux et gagne plus. Hein. C'est pas travailler plus et gagne plus, soit plus heureux et gagne plus. Ces personnes-là également, ces personnes heureuses, sont plus épanouies dans leur vie de couple, moins vulnérables à une rupture amoureuse et moins vulnérables aux maladies mentales. Alors, on ne va pas développer la thématique, mais tout le monde connaît hein, le fameux burn-out, l'épisode dépressif d'épuisement. Et souvent, les personnes qui sont heureuses, qui sont dans une dynamique de bonheur, sont beaucoup moins sensibles à cette problématique de burn-out. Alors, ces personnes heureuses, vous avez vu, ça énerve pas mal hein, quand même, hein, quand on regarde un peu ces personnes qui sont heureuses et qui nagent dans le bonheur. Ces personnes ont plus d'amis, sont plus altruistes et souvent plus engagées socialement. Et la notion d'engagement, on va le voir, est quelque chose de très important dans le cadre du bonheur, de la dynamique de bonheur. Ce sont des personnes qui sont plus satisfaites de leur vie conjugale, familiale, professionnelle, plus satisfaites de leurs loisirs, plus satisfaites de leurs amis et plus satisfaites de leur santé. Finalement, on s'aperçoit que le bonheur, il y a peut-être, on va en discuter, mais il y a peut-être là-dedans aussi la notion de je suis satisfait de ce que j'ai. C'est-à-dire que si je cours toujours après autre chose, si j'ai un yacht qui fait 20 mètres de long et je regarde le voisin qui a un yacht de 30 mètres, quelque part, je ne serai pas heureux, je ne serai pas dans le bonheur. Et je ne dis pas ça du tout parce que je ne suis pas très loin de Monaco. La définition du bonheur. Alors, la définition du bonheur, c'est compliqué hein, de donner une définition du bonheur. Là, pour la présentation, j'ai essayé de regarder un peu les différentes définitions qu'il y avait et sans exagérer, j'ai dû en retrouver au moins une trentaine. Alors, je vais vous en proposer essentiellement deux. Alors déjà, une des définitions principales du bonheur, c'est déjà qu'on n'est pas dans le malheur. Hein. C'est tout simple dans ce contexte-là, c'est-à-dire que des malheurs évités, le bonheur se compose. C'est-à-dire que concrètement, le bonheur va varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que concrètement, en fonction des expériences de la personne, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé, en fonction des valeurs propres de la personne, et on va y revenir à cette notion de valeur, hein, en fonction des objectifs qu'elle va se fixer, etc., eh bien, c'est un point important parce qu'on voit que la notion de bonheur, déjà, c'est difficile de pouvoir la définir, mais en plus, c'est une notion qui va être différente en fonction des individus. C'est-à-dire que si on posait la question à 10 individus différents, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? On aurait certainement 10 définitions différentes. Hein. Prenons un exemple, je vais vous parler de l'exemple que je connais le mieux, à savoir moi-même. Si je dis à mon épouse, tiens, ça va être le bonheur, on va partir en vacances et puis on va faire une période où on va plonger tous les jours, elle va me dire, mais pour moi, c'est l'enfer. D'accord? C'est-à-dire pour moi, le bonheur, c'est sous l'eau et puis pour elle, le bonheur, c'est au bord de la piscine en train de lire un bouquin.
Pourquoi pas, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que le bonheur, il y a bien entendu cette notion aussi de bien-être, mais cette notion de bien-être, comme on l'a évoqué, eh bien, c'est une notion de bien-être moins intense, mais de plus longue durée. D'accord? C'est-à-dire que, soyons clairs, le bonheur, ça n'est pas un orgasme, hein, c'est pas le même fonctionnement. Élaborer pour soi-même un contexte de vie agréable et constructif. Ça aussi, c'est un élément majeur et ça rejoint la notion de valeur. C'est-à-dire que le contexte de vie agréable et le contexte de vie constructif, là aussi, il faudrait pouvoir le définir. Je vous disais à l'instant, bon, moi je suis fan de plongée sous-marine. C'est sûr que si je vis en plein centre de la France, eh ben, peut-être que mon bonheur serait pas aussi intense que le fait que je vive au bord de l'eau, hein, dans ce contexte. Et puis également, c'est promouvoir une identité équilibrée, c'est-à-dire que ça nécessite de bien se connaître soi-même, de bien pouvoir déterminer ses valeurs personnelles, pas nécessairement des valeurs universelles, mais en tout cas des valeurs personnelles, et puis se réaliser dans cette dynamique. Parce que c'est très bien de pouvoir se connaître, mais si on ne se réalise pas dans ce qu'on fait, eh ben, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Alors finalement, ça nous renvoie à cette fameuse pyramide des besoins de Maslow. Alors on ne va pas la redéfinir, hein, tout le monde la connaît plus ou moins, mais finalement on s'aperçoit que la notion de bonheur, eh ben, elle arrive plutôt loin. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, l'objectif, c'est avant tout de satisfaire les besoins physiologiques, basiques, dormir, se nourrir, boire, se vêtir, pas avoir froid, etc. Ensuite, c'est les besoins de sécurité qu'il faut essayer de combler. Ensuite, les besoins d'appartenance. Alors là, on commence à aborder un petit peu la notion de bonheur, hein, puisqu'on va le voir, la notion de bonheur reprend un petit peu cette notion aussi d'appartenance. Et puis le besoin d'estime, être reconnu, aimé, accepté par les autres. Alors souvent, moi, j'ai des patients qui me disent, mais ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que je suis toujours à la recherche d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté par les autres, etc. Et presque, ils se posent la question de savoir si c'est normal ou pas. Et finalement, ben, moi, je leur pose la question, je dis, mais qu'est-ce que vous préférez quand vous arrivez? Vous préférez qu'on vous applaudisse ou qu'on vous jette des pierres? Donc, effectivement, ce besoin d'estime et de reconnaissance, il est tout à fait normal, tout à fait naturel. Et enfin, le besoin d'accomplissement. Donc, on voit que la notion de bonheur regroupe pas mal de ces besoins, mais ce n'est pas les besoins prioritaires qu'on va rechercher au départ. Alors, autre définition du bonheur qui est intéressante, eh bien, c'est la définition de Dinner et collaborateurs en 97. Eh bien, une personne est décrite comme ayant un grand bien-être ou le bonheur quand elle expérimente satisfaction de vie et joie fréquente, d'accord? Mais c'est pas continu, les termes sont importants, et de façon peu fréquente, des émotions déplaisantes comme la tristesse et la colère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que pour pouvoir être heureux, ben, il faut avoir expérimenté un petit peu le fait d'être malheureux. Mais ça, on le vit au quotidien. Je vais vous parler de mes dernières vacances. Mes dernières vacances, donc, je suis parti en vacances, j'ai fait de la plongée, et puis j'ai eu la merveilleuse idée, une fois que j'ai fini de plonger, d'aller à la salle de sport. Et bien sûr, sans m'échauffer, j'ai commencé à faire du sport, et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait un claquage au mollet. Eh bien, là, ça commence à peine à aller mieux. Eh bien, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai à marcher sans avoir mal. Alors que, auparavant, je ne me posais même pas la question. D'accord? Je ne pense pas m'être baladé dans la rue avec un large sourire en me disant, oh, c'est super, je marche, j'ai pas mal. D'accord? Si je l'avais fait, je pense que des collègues à moi m'auraient déjà interné à l'hôpital. Mais en l'état actuel, j'ai expérimenté la douleur. Là, j'expérimente le fait de ne plus avoir mal. Et qu'est-ce que c'est bon de ne pas avoir mal? Et ça, on l'a tous expérimenté. D'accord? Quand on attrape une grippe, quand on attrape une maladie, quand on a mal quelque part, ben on s'aperçoit après, mais qu'est-ce qu'on est bien de plus avoir cette douleur? Et bien finalement, cette définition se rapproche un petit peu de ça. Pour expérimenter le bonheur, ben c'est bien d'avoir des références dans ce contexte-là, qui sont des références qui se rapportent pas nécessairement à un bonheur continu et intense dans ce cadre-là. Alors les gens heureux, on l'a vu, hein, ces gens heureux, ils ont souvent tendance à énerver les autres.
Alors concrètement, c'est quoi leurs caractéristiques? Alors là encore, il y a eu pas mal de psychologues, pas mal de sociologues qui se sont intéressés au sujet et on s'est aperçu que les gens heureux avaient des caractéristiques communes. Alors entre autres, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps avec leur famille et leurs amis. Alors on voit que ça, c'est un peu la notion de racine, d'appartenance. On en parlait tout à l'heure. Et souvent, les personnes heureuses disent que elles ont besoin de temps en temps de se ressourcer, de retrouver ses proches, d'être dans un environnement qui les rassure, qui leur permet de recharger un petit peu les batteries. Ce sont des personnes qui sont à l'aise pour exprimer de la gratitude pour tout ce qu'ils ont. Alors, pas nécessairement dans un contexte de croyance, hein. Après, on peut très bien être religieux et remercier Dieu ou quoi que ce soit, mais simplement, voilà, le fait de dire, ben, j'ai de la chance d'avoir ça et je remercie. Alors, je remercie Dieu, je remercie mes parents, je remercie mon travail, etc. Mais globalement, c'est un point très important aussi d'être conscient de ce qu'on a et de remercier par rapport à ça. C'est souvent les premiers à offrir de l'aide à leurs collègues ou aux passants. Ce sont des personnes qui ont tendance souvent à pratiquer l'optimisme face à l'avenir. Alors attention, l'optimisme face à l'avenir, c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est pas oui, tout va être beau, tout va être bien, c'est formidable. Mais c'est simplement, ben voilà, ne pas voir nécessairement l'aspect négatif. Et tout à l'heure, Pierluigi le disait en introduction, il y a des techniques psychothérapeutiques hein, qui permettent de travailler dans ce cadre-là. Et bon, on va prêcher pour notre paroisse, qui sont les thérapies comportementales et cognitives. Mais justement, ben, on va travailler un petit peu sur cette vision, sur cette anticipation des choses. Et justement, on sait très bien qu'on peut voir les choses d'une manière ou d'une autre. Le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. Et souvent, les gens heureux, ce sont des personnes qui savourent les plaisirs de la vie et cherchent à vivre le moment présent. Et là encore, regardez un petit peu autour de vous, regardez le nombre de personnes qui ne vivent pas l'instant présent. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont être là, elles vont partager un instant, mais elles vont déjà penser à la problématique qu'il va y avoir demain. Elles vont déjà penser aux problèmes qu'il va y avoir le mois suivant. Elles vont déjà penser au risque qu'il va y avoir de pleuvoir, d'avoir un contrôle fiscal, de je ne sais pas quoi, sans profiter de l'instant présent. Et ça, c'est vrai que c'est un point majeur. Et là encore, les gens heureux ont souvent des activités qui leur permettent justement de savourer les plaisirs et de se poser. Je reviens à la plongée. Hein, si après cette intervention, vous n'êtes pas tous mis à la plongée, là maintenant, j'ai mal fait mon boulot. Hein. Mais voilà, dans la plongée, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On est là, on est vraiment là et on va profiter de l'instant présent. Si quand je suis à moins 40 mètres sous l'eau, je commence à dire, oulala, mais quand je vais rentrer, j'ai oublié d'acheter le pain ou il faut que j'amène la voiture à la révision, ça va me gâcher l'instant et en plus, ça va me mettre en danger, ce qui est pas génial. Toujours dans les caractéristiques des gens heureux, eh ben, on s'est aperçu que l'exercice physique jouait énormément là-dessus. Alors là, on ne va pas trop développer les choses, mais vous savez que l'exercice physique, hormis le fait que c'est bon pour la santé, hormis le fait que ça oxygène le cerveau, ben, c'est quelque chose qui permet de sécréter des fameuses endorphines, les endorphines étant des substances qui nous font nous sentir bien quand on a fait du sport, et d'ailleurs qui sont à l'origine de l'addiction au sport, parce que les endorphines, au niveau moléculaire, ressemblent énormément à la morphine. Donc, il faut faire attention de ne pas en faire trop. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'exercice physique eh bien, fait partie des caractéristiques des gens heureux. Les gens heureux sont également profondément engagés dans des buts ambitieux et dans des objectifs de vie. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être combattre la pollution, enseigner leurs valeurs à leurs enfants, s'impliquer dans des actions politiques, dans des actions humanitaires, etc. En tout cas, lorsqu'on discute avec ces personnes, elles ont vraiment cette impression de se dépasser et d'être dans une dynamique vraiment où elles s'engagent, mais avec conviction. Hein, c'est pas s'engager pour faire du relationnel ou parce que son pote s'est engagé, c'est vraiment par conviction personnelle.
Souvent, elles ont eu leur part de tragédie et de stress, bien entendu. Hein, on a tous eu une problématique personnelle, une vie personnelle. Ce sont des personnes qui peuvent être en détresse, qui peuvent être soumises à des émotions. Mais globalement, ce sont des personnes qui affrontent l'adversité avec une force remarquable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de se mettre à l'écart de tout, c'est pas de vivre comme un ermite. D'ailleurs, si on vit comme un ermite, on n'est pas vraiment heureux a priori, hein, parce que l'être humain est un être social. Mais globalement, c'est arriver à s'adapter à la situation. Tiens, l'adaptation, c'est un terme sur lequel on va revenir tout à l'heure parce qu'il fait vraiment partie de la dynamique du bonheur. Alors, on l'a vu hein, dans les différentes définitions du bonheur, il y a une définition toute simple qui est l'absence de malheur. Donc, si on veut essayer d'éviter les malheurs, donc comme on l'a dit en introduction, le problème, c'est qu'il y a des malheurs qu'on ne peut pas éviter. Hein. Il y a des choses, malheureusement, on ne peut pas passer à côté. Par contre, on a quand même la possibilité d'agir un petit peu sur notre manière de fonctionner, sur notre manière de penser. Et on s'aperçoit que certains malheurs peuvent être évités en évitant justement certaines limites psychologiques qu'on va se mettre, et en particulier les fameuses distorsions cognitives. Alors, qu'est-ce que c'est que ces distorsions cognitives? Ces distorsions cognitives, ce sont des croyances irréalistes qui suscitent des émotions et des pensées négatives qui nous rendent malheureux. C'est-à-dire qu'en gros, une distorsion cognitive, c'est une interprétation désadaptée de la réalité de l'environnement. Moi, je dis souvent à mes patients, je dis, vous voyez, c'est un peu comme si vous prenez des bateaux en photo et vous allez prendre les bateaux en photo, ils vont apparaître blancs sur la photo. Maintenant, si vous mettez un filtre photographique bleu qui ne laisse passer que la lumière bleue, les mêmes bateaux, ils vont apparaître bleus. Cette distorsion cognitive, c'est un peu ça. C'est-à-dire, en gros, on met des filtres négatifs et cette réalité qu'on perçoit, c'est une réalité qui est perçue de manière différente en fonction de notre vision, en fonction justement de nos schémas cognitifs et de ces fameuses distorsions cognitives. D'ailleurs, il y avait une expérience assez amusante qui avait été faite par des psychologues canadiens qui avaient montré le film d'un homme en train de courir et ils ont montré ce film à différentes personnes. Et on leur a demandé d'interpréter un petit peu ce que les personnes voyaient. Alors, la première personne dit, cet homme court parce qu'il va rejoindre sa fiancée, ils vont se jeter dans les bras l'un de l'autre. La deuxième personne dit, il court parce qu'il va louper son train. La troisième personne dit, il court parce qu'il y a 3 gars derrière qui veulent lui casser la figure. Et pourtant, c'était la même situation. Mais l'interprétation de cette situation différait en fonction de notre façon de voir les choses. Alors, ces distorsions cognitives, d'où elles viennent? Eh bien, en fait, au cours de l'évolution, notre cerveau a développé des moyens très efficaces pour nous aider à survivre. Et finalement, on le voit, cette notion de bonheur, on va y revenir, c'est une notion finalement très primaire au départ. Donc, finalement, le raisonnement, le langage, les stéréotypes, etc., si ça nous a permis de survivre, si ça nous a permis d'avancer, si ça nous a prémuni un peu de certains dangers, le problème, c'est que ces processus, même s'ils sont utiles, ils ont des limites et pas n'importe lesquelles. Alors, ces limites, c'est quoi? Souvent, ces limites, c'est qu'elles nous font conclure trop rapidement. Il faut savoir qu'on est programmé pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on était dans la jungle et qu'on risquait de se faire bouffer par des prédateurs, si on avait un prédateur qui nous fonçait dessus, il fallait pas qu'on soit là à réfléchir pendant 3 heures à dire « Oh tiens, il est joli, il a une jolie crinière, peut-être qu'il vient me voir pour me dire bonjour, peut-être qu'il va s'abreuver à la rivière ». En fait, tout de suite, on voyait une grosse bestiole qui arrivait, on partait en courant et on réfléchissait pas trop. Ces processus cognitifs nous font réagir avant d'être certains de ce qui se passe. On y revient, c'est un processus souvent de préservation. Et le souci, c'est que ça peut nous conduire à de fausses conclusions et donc à des raisonnements dysfonctionnels.
Tiens, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'arrivais à un feu rouge et puis je voyais une petite mamie qui commençait à traverser devant ma voiture. Et bon, elle mettait un peu de temps. Et puis, il y a un grand monsieur qui arrive derrière, donc tatoué de tous les côtés, avec la veste en jean, la crête de toutes les couleurs sur la tête, le pitbull qui va bien à côté, etc. Et il a pris la mamie par le bras et il l'a aidé à traverser très gentiment. Et la mamie était toute contente. Et puis à un moment donné, la mamie, elle s'est retournée pour voir qui l'aidait gentiment à traverser. Ben, la mamie, elle a eu peur, elle a lâché le bras, elle est partie en courant. Bon, déjà, ça a prouvé qu'elle aurait pu aller plus vite quand même. Et puis, ça a prouvé que finalement, elle avait un raisonnement qui peut-être n'était pas si adapté que ça, parce que le brave monsieur, même s'il était tatoué, pitbull et tout ce que vous voulez, c'était le seul à aider la mamie à traverser quand même. Hein. Alors, finalement, les conséquences de ces distorsions cognitives, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait, elles vont vraiment nous pourrir un petit peu la vie, c'est-à-dire impacter notre notion de bonheur. Et par exemple, elles vont être à l'origine d'émotions négatives, telles que l'anxiété, par exemple. Elles vont souvent être à l'origine aussi d'une certaine dépréciation de soi, avec un manque de confiance, un trouble de l'estime de soi. Et souvent, là encore, lorsqu'on est thérapeute et qu'on a affaire à des personnes qui ont des troubles de l'estime d'elles-mêmes, qui ont des difficultés de confiance en elles, on s'aperçoit que la manière dont elles interprètent la réalité, la manière dont elles voient l'environnement est une manière qui n'est pas toujours adaptée, qui est souvent dysfonctionnelle dans ce cas-là. Ces distorsions cognitives, elles peuvent aussi donner lieu à des conflits interpersonnels. Et le problème, c'est que ça va donner lieu à des difficultés à entrer en relation avec les autres. Et finalement, des difficultés aussi de se réaliser à son plein potentiel. Donc finalement, vous le voyez, c'est globalement l'inverse de ce que les personnes heureuses arrivent à mettre en place. Alors concrètement, les distorsions cognitives à l'œuvre, je vous en ai cité quelques-unes de ces distorsions cognitives. Alors, par exemple, il y en a une qui s'appelle l'inférence arbitraire. L'inférence arbitraire, c'est quoi? C'est tirer des conclusions sans preuve. Alors, je rassure tout de suite les personnes qui assistent à la conférence, ces distorsions cognitives, on en a tous. Ne vous inquiétez pas si vous lisez ça et vous dites « Ouh là là, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai ». C'est tout à fait normal. Là où ça pose problème, c'est quand ça va commencer à impacter votre quotidien et que ça va vraiment jouer sur votre manière de fonctionner globale. Alors, cette inférence arbitraire, je le répète, c'est tirer des conclusions sans preuve. Exemple, il ne m'a pas parlé parce que je ne suis pas de bonne compagnie. En gros, j'en sais rien. Peut-être qu'il m'a pas parlé parce qu'il m'a pas vu. Peut-être qu'il m'a pas parlé parce que il s'est fait engueuler par sa femme le matin et qu'il rognait tout seul dans sa tête. Mais globalement, peut-être que ça n'a rien à voir avec moi. Exemple également, cette thérapie ne fonctionnera pas. Je suis incurable. D'accord? T'en sais rien, t'as pas essayé encore. L'abstraction sélective. L'abstraction sélective, c'est un autre type de distorsion cognitive. Et c'est en fait, par exemple, le joueur de tennis qui gagne le match, mais qui ne s'en réjouit pas et ressasse les erreurs effectuées. C'est-à-dire que l'abstraction sélective, c'est sortir un élément du contexte. Donc, globalement, tu l'as gagné ton match. Réjouis-toi, sois heureux. Non, j'ai loupé dans le deuxième set, j'ai loupé mon service, etc. Et donc, je ressasse ça en continu. La surgénéralisation. Alors, la surgénéralisation, je l'ai mis, mais j'ai eu des doutes à le mettre parce qu'en fait, concrètement, dans le Sud, c'est notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, en gros, de ça, on en fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ma fille a eu 2/20 en maths, elle va louper sa vie. Sa vie est foutue. Autre distorsion cognitive, la personnalisation. Donc, je reste sur ma fille. Ma fille a eu 2/20 en maths, c'est de ma faute. Moi aussi, j'étais nul en maths, je suis une mauvaise mère. La personnalisation, c'est globalement se mettre au milieu, même si on ne t'a rien demandé. Un élément qu'on retrouve souvent dans tout ce qui est trouble anxieux, tout ce qui est phobie, c'est le concept de maximalisation, minimalisation. C'est-à-dire que concrètement, on a tendance à maximaliser le négatif. J'ai fait une erreur dans mon travail, mes collègues vont me trouver incompétent, ils vont me dire que je suis nul, etc., etc. Et minimalisation du positif. Bon, il m'a dit que j'étais très bon dans mon boulot, mais
Ah, il a dit ça pour me faire plaisir. En fait, il ne le pense pas vraiment. Et enfin, autre distorsion cognitive, je vous en ai cité quelques-unes, mais il y en a plein d'autres, hein. Le raisonnement dichotomique. Le raisonnement dichotomique, c'est ou tout noir ou tout blanc, ou on ou off, mais pas entre les deux. Si je n'ai pas été embauché, c'est que je ne vaux rien. En gros, il n'y a pas de juste mesure entre les deux. Donc, vous le voyez, ces modes de fonctionnement, ces modes de raisonnement vont quand même représenter un sacré obstacle au bonheur. Hein, en gros, globalement, comment voulez-vous nager dans le bonheur, comme on disait tout à l'heure, si vous êtes envahi de ces distorsions cognitives. Donc finalement, ces distorsions, elles nuisent à notre bien-être et souvent au quotidien. Et le problème, c'est que ces distorsions, on n'en est pas toujours conscient. On n'est pas du tout conscient qu'elles sont à l'œuvre et qu'elles nous embêtent au quotidien dans tout ce qu'on essaye de mettre en place. Mais heureusement, on peut faire quelque chose. D'accord ? Tout n'est pas perdu. L'objectif, ça va être quoi ? Ça va être de comprendre et de contrôler ces fameuses distorsions cognitives. Et ça, globalement, pour ceux qui pratiquent les fameuses TCC, les thérapies comportementales et cognitives, c'est tout le travail qui est effectué dans les thérapies cognitives, donc essentiellement de deuxième vague dans ce cadre. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher déjà à remettre en question les choses. Alors, si on parle 2 secondes de neuroanatomie, c'est grâce au lobe frontal, le lobe qui est devant au niveau du cerveau, qu'on va pouvoir avoir certaines capacités d'abstraction, ce que les spécialistes appellent le processus de métacognition, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur notre manière de réfléchir, en quelque sorte. Il faut savoir que c'est la même faculté qui est impliquée dans le langage et le raisonnement. Et ça va nous permettre de manipuler des informations abstraites. On parlait de bonheur, par exemple, la faim. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que la faim ? Oui, la faim, on peut la définir pour plein de raisons différentes, mais quelque part, ça va être vraiment cette capacité-là de cognitive qui va nous permettre de manipuler ce concept. Alors, cette remise en question, elle va nous permettre déjà de comprendre, d'identifier et de contrer nos distorsions cognitives. Ça va nous permettre aussi de prévoir et d'éviter les situations de crise. Parce qu'une situation de crise, c'est une situation de changement. On arrive à un moment de crise, quand on ne peut plus faire autrement, on est obligé de modifier les choses. Donc l'objectif, c'est justement cette notion d'anticipation. Ça va nous permettre également de contrôler nos émotions. Et donc, une fois qu'on est dans la situation de crise, de gérer la chose, de ne pas se laisser déborder par cet aspect émotionnel. Et finalement, d'atteindre nos objectifs et de persévérer. Donc, vous voyez que là, on commence à revenir un petit peu aux éléments fondamentaux du bonheur. D'accord ? Atteindre nos objectifs, persévérer, se donner un but et avancer dans cette dynamique. Alors concrètement, on passe assez vite, ça c'est un outil que tous les thérapeutes TCC connaissent bien, c'est ce qui va permettre justement de remettre en question un petit peu ces distorsions cognitives avec la fameuse fiche de Beck. Première colonne, situation, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Deuxième colonne, émotion, qu'est-ce que je ressens dans cette situation ? Troisième colonne, les pensées automatiques, c'est-à-dire quelles sont les pensées qui s'imposent à moi lorsque je me retrouve dans cette situation, qui sont des pensées qui ne sont absolument pas raisonnées, pensées généralement plutôt dysfonctionnelles et toxiques. Troisième colonne, la réponse rationnelle, c'est ce qu'on appelle les pensées alternatives qui vont nous permettre justement, elles, d'être dans une dynamique de réflexion adaptée. Et puis la dernière colonne, le résultat, où on évalue un petit peu les choses. Alors, pour ceux qui ne pratiquent pas les thérapies comportementales et cognitives, je vous donne un exemple. Situation, je me mets sur mon balcon. Émotion, peur, stress, angoisse, terreur. Pensée automatique, je vais tomber, je vais m'écraser 4 étages plus bas. Réponse rationnelle, à savoir la pensée alternative, il n'y a pas de risque que je tombe, il y a une rambarde qui tient bien, le balcon ne va pas céder sous mon poids, il n'y a pas un typhon qui va me faire passer par-dessus, etc., etc. Et puis les résultats, une fois que j'ai mis en œuvre cette dynamique de remise en question de la pensée automatique, je m'aperçois que l'intensité de mon émotion s'apaise. C'est très résumé, mais c'est un peu le principe de ce travail.
Alors, prenons quelques petits exemples. Alors, dans le cadre du bonheur, on l'a vu, hein, la dynamique personnelle et d'épanouissement personnel est importante. Donc, exemple, ben là, pour le coup, de l'échec personnel. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec personnel est un événement éprouvant. Concrètement, ça fait jamais plaisir d'échouer, et puis encore moins lorsqu'on s'est hyper investi dans l'objectif qu'on voulait atteindre. Alors souvent, ça va donner lieu à une mise en doute de soi et souvent une autocritique, alors qui peut être constructive, hein, mais globalement qui ne l'est pas toujours. Alors finalement, il y a des processus négatifs qui s'activent dans ce cas-là. On se suscite soi-même des émotions négatives, avec de la tristesse, avec de l'auto-agressivité, du découragement, etc., etc. Je suis nul, j'y arriverai jamais, je me suis planté là, ça sert à rien que je continue, etc., etc. Donc finalement, on sape sa future motivation à réaliser des objectifs par peur d'échouer. Alors, quelle pourrait être la solution, hein? On va essayer de donner quelques pistes. Déjà, première étape, identifier justement les distorsions cognitives à l'œuvre. Est-ce que mon raisonnement est un raisonnement si adapté que ça? Ensuite, remettre en question la validité des conclusions auxquelles elles nous conduisent. Ça, c'est tout ce qui va être un petit peu restructuration cognitive, recadrage cognitif. On va essayer de se concentrer sur les aspects positifs de la situation. Alors là encore, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. C'est pas, tiens, j'ai perdu une jambe, ah ben super, il m'en reste une autre. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Mais l'objectif, c'est d'essayer quand même de voir ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et vous voyez que cette notion-là, on va même jusqu'au concept de résilience. Hein, donc, vous voyez que cette notion de bonheur, elle regroupe énormément de concepts différents. Et l'objectif, c'est de tirer des conclusions plus valides et plus constructives de la situation pour éviter tout ce qui va être ressentiment, tristesse, etc., etc. Et pour le coup, ça peut être intéressant aussi de regarder un petit peu en arrière, c'est-à-dire quelqu'un qui va échouer à une action, hein, quelle qu'elle soit qu'il ait mise en place, on peut lui proposer de regarder un petit peu en arrière et de voir si par le passé, il n'y a pas eu des périodes où elle a échoué, où finalement elle n'a pas réussi ce qu'elle souhaitait, et finalement si cet échec n'a pas été bénéfique pour elle. Hein, moi, j'ai des personnes qui vont me dire oui, j'ai pas réussi à mon examen. Finalement, toute ma vie a été pourrie par rapport à ça. Mais globalement, quand j'y réfléchis bien, la première année, quand j'ai pas réussi mon examen, c'est là où j'ai rencontré ma femme et on a eu 3 enfants derrière. Et maintenant, je suis très heureux. Donc, ça peut être une manière, en tout cas, d'aborder les choses. Autre exemple, l'exemple du conflit de couple. Alors, j'ai mis cet exemple comme ça, je sais que ça n'arrive jamais, mais au cas où, hein, le conflit de couple, ça peut être quelque chose qui peut toucher. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des réactions nocives. Souvent, on va culpabiliser l'autre, on va être dans une agressivité. Et le problème, on le sait bien, ça marche en miroir. Hein, donc, l'autre devient à son tour agressif et finalement, c'est un cercle vicieux qui peut aller très loin. Donc, dans ce contexte, la problématique, c'est des difficultés à gérer le conflit, des difficultés à résoudre le problème. L'objectif, c'est d'essayer d'entretenir quand même une base de confiance, de respect, de réciprocité, et puis surtout, essayer d'éviter les émotions extrêmes, hein, les paroles ou les actes qu'ensuite on peut regretter. Là encore, soyons clairs, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais on peut travailler dessus quand même. Donc, justement, la solution, c'est quoi? C'est identifier les distorsions qui sont à l'œuvre. Est-ce que vraiment, ce que je pense, c'est si adapté que ça? Est-ce que ma femme fait vraiment ça pour m'embêter? Est-ce que mon mari a vraiment cherché à me nuire dans ce cadre-là? Constater combien un comportement agressif ne peut que nuire aux deux personnes. Et on le sait, hein, dans le cas de l'agressivité, ça n'a jamais été très constructif dans ce contexte. L'objectif, c'est de construire une base de confiance et de réciprocité. Par exemple, écouter respectueusement ce que l'autre veut nous dire au lieu de l'attaquer. Oui, je reconnais, j'ai laissé traîner mes chaussettes. Maintenant, tu n'étais pas obligé de me réveiller à 4 heures du matin en me disant, il y a tes chaussettes qui sont encore au milieu du salon. Hein. Poser les éléments réels du problème.
et non sur un mode agressif, justement pour le régler. Et ça encore, hein, c'est une dynamique qu'on connaît bien dans les thérapies comportementales et cognitives, puisque l'essence même des TCC, c'est quoi? C'est la résolution de problèmes. Donc, finalement, dans ce cadre-là, l'objectif, c'est quoi? On y revient, hein, le bonheur, ça peut être défini comme l'absence de malheur. Donc, finalement, on peut essayer de déterminer ça en disant, le fait que je sois heureux, c'est peut-être d'éviter que je sois malheureux. Donc, l'humanité serait depuis longtemps heureuse si tout le génie que les hommes mettaient à réparer leurs bêtises, ils l'employaient à ne pas les commettre. Et effectivement, c'est quelque chose qui est positif au niveau d'une vision globale d'un mode de fonctionnement et qui, à mon sens, serait nécessaire à mettre en œuvre. Mais je le reconnais, moi le premier, c'est pas quelque chose que j'applique au quotidien. Et c'est pas bien. Donc finalement, la finalité pédagogique, c'est en apprenant à identifier nos distorsions cognitives et à les contrôler que nous allons pouvoir améliorer l'ensemble de notre vie. Parce que ça aussi, c'est une des essences des thérapies comportementales et cognitives. On travaille sur la notion de renforcement. Encore, je ne vais pas trop développer les choses, mais on est sur une dynamique de renforcement positif. C'est-à-dire que si je modifie ma manière de penser, si je modifie ma manière d'agir et que dans ce cadre-là, cette modification apporte un plus, apporte quelque chose de positif, eh bien naturellement, j'aurai tendance à poursuivre dans cette voie. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de développer de véritables compétences de contrôle pour façonner notre bonheur. Ça, c'est un des éléments prioritaires. Alors, si on revient un petit peu à la notion de bonheur et surtout à la notion de clés, hein, on parlait des clés du bonheur, je vais reprendre quelques notions qui sont pas mal développées. Justement, Pierluigi en parlait dans tout ce qui est la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, hein, très brièvement, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans le sens où la psychologie positive, c'est quelque chose de tout simple au départ. C'est-à-dire que la plupart des psychologues, la plupart des théories qui ont été développées se sont intéressées à la pathologie. On s'est intéressé à la dépression, aux troubles anxieux, etc., etc. Et puis, il y a un groupe de psychologues qui est arrivé, c'est pas très vieux, hein, puisque les bases de la psychologie positive, c'est Seligman qui les a posées lorsqu'il était président de l'Association américaine de psychologie, et ça date de 98, hein, le fait qu'il ait posé tout ça. Mais en tout cas, bon, il y en a d'autres qui avaient travaillé avant lui sur le concept, mais globalement, ces psys-là se sont intéressés aux gens qui vont bien. Et ils ont dit, mais à quoi ça sert qu'on aille chercher des gens qui vont pas bien et voir comment ils dysfonctionnent? Essayons de voir des personnes qui vont bien et voyons comment ces personnes-là fonctionnent. Et donc, il y a eu diverses techniques, divers préceptes qui ont été développés. Et comme le disait Pierluigi en introduction, c'est une démarche qui reste dans l'esprit TCC parce que c'est une démarche qui est scientifique. Hein. C'est pas des concepts comme ça qui sont posés pour rien. Alors, déjà, il y a un concept qu'on appelle le triple A du bonheur. Alors, c'est quoi le triple A du bonheur? Déjà, le premier A, c'est le A pour adaptation. Alors en fait, concrètement, je reprends un peu les définitions dans ce cadre-là, les êtres humains font preuve d'une étonnante capacité à s'accoutumer aux changements sensoriels ou physiologiques. C'est-à-dire que globalement, lorsque on est confronté à quelque chose qui est beau, à quelque chose qui est bien, c'est génial, hein, on est dans un bonheur extrême, sauf que le problème, c'est qu'on va vite s'y habituer. Hein, c'est-à-dire que concrètement, si vous avez l'occasion de manger du caviar une fois dans l'année et que vous aimez ça, surtout parce qu'il y en a qui n'aiment pas, mais si vous aimez ça, vous allez dire oh c'est génial, c'est formidable, je me régale, je mange du caviar, etc. Sauf que si on vous servait du caviar tous les jours, au bout de quelque temps, vous ressentiriez plus le bonheur que vous avez ressenti la première fois. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que concrètement, il faut savoir que cette adaptation est d'autant plus rapide que l'événement est banal. C'est-à-dire que concrètement, vous allez voir un magnifique coucher de soleil, vous allez dire « Oh, que c'est beau, je suis émerveillé ». Bon, si pendant une semaine, vous avez un magnifique coucher de soleil, les derniers jours, vous le regardez même plus. Donc ça, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire d'être vigilant par rapport à ce processus d'adaptation qui, je le répète, est un processus tout à fait
normal, tout à fait adapté, et c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre adaptation à l'environnement. Le A pour action. Alors, le A pour action, il faut savoir que de nombreux travaux de recherche ont montré que l'on ne peut pas être heureux en continu et que l'on ne naît pas heureux ou malheureux. C'est-à-dire que concrètement, nous ne sommes pas totalement dépendants de notre capital génétique. Globalement, on considère que notre capital génétique est à peu près à hauteur de 50% par rapport à notre aptitude au bonheur. Ça veut dire que, bah oui, il y a des gens qui sont plus aptes que d'autres à être heureux. Mais globalement, ça n'est que 50%. Ensuite, on va considérer qu'interviennent des circonstances extérieures. Et ces circonstances extérieures, on va dire à peu près à hauteur de 10%. Donc, ça veut dire qu'il nous reste une marge de manœuvre d'à peu près 40%. Et ça, ce sont les éléments qui vont déterminer notre bonheur et qui résident en nous. C'est-à-dire que dans ce contexte, c'est vraiment la notion d'action. Et tout ce qui va concerner la psychologie positive est intimement lié à cette notion d'action. Et de toute façon, là encore, c'est quelque chose qu'on va retrouver en thérapie comportementale et cognitive. Alors, par exemple, je vous cite un exemple, dans la dépression, on va beaucoup utiliser tout ce qui est activation comportementale, par exemple. Donc ça rejoint un peu cette dynamique. Et puis, troisième A, c'est le A pour l'attention. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de distorsion cognitive. Il faut savoir que chez l'être humain, on a naturellement un biais attentionnel qui est qu'on va beaucoup plus faire attention à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Je le répète, c'est quelque chose qui nous vient de quand on était dans la jungle et qu'on risquait de se faire bouffer par des prédateurs. On pouvait avoir un magnifique arbre devant nous, mais si on était là à regarder l'arbre et à s'extasier devant les fruits qu'il nous donnait et que derrière, il y avait un prédateur qui venait nous bouffer, et ben, c'était un peu ennuyeux parce que l'espèce humaine, elle ne saurait pas aller très loin. Donc, l'objectif, c'est d'essayer justement d'être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a naturellement tendance à s'orienter, à orienter notre attention sur ce qui ne va pas. Donc, le fait d'orienter notre attention sur ce qui va bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nécessiter un travail. C'est pas quelque chose d'inné. Alors, finalement, ça nous renvoie à une dynamique qui est l'équation du bonheur. Alors ça, c'est dynamique que j'aime bien, c'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que B égale G plus C plus V, c'est exactement ce qu'on évoquait à l'instant. C'est-à-dire que le bonheur, eh bien, il y a 50% qui relèvent d'un niveau de base lié à la génétique. On ne peut pas y faire grand-chose là-dessus. Il y a des gens qui, effectivement, sont prédisposés au bonheur et d'autres pas. D'accord. Ensuite, il y a 10% de circonstances, mais par contre, il y a 40% d'activités volontaires. Et c'est là-dessus qu'on peut agir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il n'y a pas de fatalité. Donc, pour tout ce qui concerne le niveau de base lié à la génétique, c'est une loterie au bonheur. Mais voilà, ce niveau de base peut varier aussi d'un individu à l'autre, mais chez un même individu. Il n'est absolument pas fixe. Les circonstances, certaines peuvent être futiles, d'autres essentielles. D'accord? C'est-à-dire que je peux très bien être heureux et éprouver énormément de bonheur parce que je viens de m'acheter une superbe montre. C'est plutôt futile. Et à côté de ça, je peux très bien être heureux et nager dans le bonheur parce que mes enfants sont en bonne santé. D'accord? Et ça, à mon sens, en tout cas, c'est une dynamique qui est essentielle. Et puis, donc, les activités volontaires, eh bien, c'est ça le défi de tout ce qui va concerner la psychologie positive. Le but, c'est finalement de s'activer, de mettre en place des actions pour se rapprocher du bonheur. Donc, vous le voyez, là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la troisième vague des TCC. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui pratiquent la thérapie ACT, d'accord, où on définit des valeurs et qu'on essaye de s'en rapprocher. Alors, les valeurs, justement, on revient aux valeurs. Alors, Schwartz a déterminé certaines valeurs. Alors, on ne va pas toutes les définir là, parce qu'on en aurait pour encore un bon moment et je vois que l'heure tourne, donc on va avancer. Mais en tout cas, voilà, ces valeurs-là,
ce sont des valeurs qui sont généralement essentielles et qui sont plutôt universelles. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a tous ces valeurs-là, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de s'en rapprocher. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un peut avoir certaines valeurs, mais s'éloigner de ces valeurs. Et concrètement, si elle s'éloigne de ces valeurs, eh ben, elle a de très peu de chances d'être heureuse, d'être dans une dynamique de bonheur. Donc l'objectif, c'est d'essayer de déterminer quelles sont nos valeurs personnelles, nos valeurs fondatrices en quelque sorte, et de mettre en œuvre des actions qui vont s'en rapprocher. Alors, prenons un exemple. Quelqu'un qui a pour valeur une valeur de réussite. D'accord ? Réussite, donc il va tout donner au niveau du travail, etc. Mais bon, cette personne, en fait, elle va travailler dans un milieu qui ne lui apporte pas vraiment de réussite professionnelle. Et de toute façon, qu'elle travaille beaucoup ou qu'elle ne travaille pas, elle ne va pas avoir beaucoup de réussite derrière, que ce soit une réussite financière ou quoi que ce soit. Donc, globalement, c'est quelqu'un qui va travailler énormément, qui ne va pas gagner beaucoup plus, mais finalement, qui ne sera pas heureuse parce que peut-être qu'elle aura du temps pour passer avec sa famille. Et là, on va venir sur les valeurs de sécurité, les valeurs de tradition, ce genre de choses. Mais sa valeur principale de réussite ne sera pas comblée. Donc, c'est quelqu'un qui ne sera pas heureux. Et à côté de ça, quelqu'un qui va se retrouver avec des valeurs plutôt de sécurité, de tradition, ce genre de choses, et qui va énormément travailler parce que son métier nécessite qu'il réussisse, qu'il nécessite qu'il fasse des chiffres, etc., mais il ne sera pas heureux parce qu'il va passer énormément de temps au boulot, mais il n'aura pas de temps à passer avec sa famille. Donc, vous le voyez, bon, c'est un exemple simple, mais ça illustre pas mal justement cette notion de bonheur. Alors, finalement, on s'aperçoit que ces valeurs, eh bien, elles vont servir à satisfaire les besoins biologiques des individus, permettre l'interaction sociale et assurer le bon fonctionnement et la survie des groupes. Donc, on revient à ça. Finalement, cette notion de bonheur, elle rejoint vraiment l'enjeu central pour la pérennité aussi de l'espèce. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer d'être heureux, mais d'être heureux dans une dynamique de bienveillance, dans une dynamique de bonne santé. Et finalement, à quoi ça sert d'être dans bonne santé, d'avoir une bonne hygiène de vie? On l'a vu tout à l'heure, hein, les gens heureux, c'est des gens qui ont une meilleure santé, qui ont une tension artérielle plus basse, qui dorment mieux, etc., etc. Ça permet de pérenniser l'espèce. Hein. Alors, on finit rapidement parce que je vois que le temps passe et Pierluigi me dit qu'on a beaucoup de questions. Alors finalement, quelles seraient les clés du bonheur? Eh bien finalement, les clés du bonheur, on pourrait les résumer ainsi. C'est-à-dire que déjà, Seligman, celui dont je vous parlais tout à l'heure, il a défini 3 types de vie heureuse. Alors déjà, la vie plaisante. C'est quoi la vie plaisante? C'est avoir le plus d'émotions et le plus de plaisir possible. Et aussi avoir la capacité de les amplifier. Alors comment on peut faire pour ça? Déjà, en augmentant sa capacité de pleine conscience pour apprécier les moments plaisant. Cette notion de pleine conscience, vous le voyez, on est en plein dans les thérapies de 3e vague, on est en plein dans l'expérientiel. Alors attention, parce que la pleine conscience, la pleine présence, souvent on l'associe à la méditation et souvent quand on parle avec des patients, les patients me disent, mais vous me parlez de pleine conscience, de pleine présence, et ils se voient déjà en haut de la montagne, le crâne rasé, à manger des graines la journée, assis sur leur coussin de méditation avec le petit digne qu'on leur fait avant de méditer. Non, c'est pas ça. On peut, hein, mais globalement, la pleine conscience, c'est être conscient justement de l'environnement. Tout à l'heure, je vous parlais de la plongée. Quand je suis en plongée, je pense que je suis en pleine conscience. Pierluigi, comme tu disais tout à l'heure, quand je fume un bon cigare avec un bon whisky, je pense effectivement que je suis en pleine conscience, en pleine présence, en montrant aussi de la gratitude aux autres et en faisant preuve d'altruisme. Ça, c'est tout ce qui concerne la vie plaisante. Après, deuxième type de vie heureuse, la vie d'engagement. Alors, c'est être pleinement absorbé et engagé dans différents domaines de vie. Alors, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être les loisirs, mais toujours en lien, je le répète, avec les valeurs. Si vous faites quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, par définition, vous ne serez pas pleinement heureux. Donc, comment faire? Déjà en identifiant ses forces et ses ressources personnelles et en s'engageant dans des activités de défis et de challenge. Alors, attention, c'est quoi le défi, le challenge? C'est pas nécessairement vouloir être champion du monde de quelque chose. Hein. C'est un défi qu'on va se lancer, c'est un challenge qu'on va se lancer à soi-même. Et à partir du moment où on se fixe cet objectif et qu'on l'atteint, bon sang, profitons de cet instant-là et on se félicite. Hein.
Je veux dire, c'est parfait. Quand je vous disais, je me suis fait mon claquage musculaire, le simple fait de monter des escaliers, quand j'arrivais en haut de l'escalier, je me disais, je suis le champion du monde. Hein. Je me voyais comme Rocky quand il saute sur la place. Hein. C'est exactement pareil. Donc, c'est ça, ça peut être ça au quotidien. La vie pleine de sens, c'est quoi? Ben, c'est déjà vivre selon ses valeurs au quotidien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et s'engager dans des objectifs permettant de se dépasser. Vous voyez que dans la psychologie positive, on a quand même cette notion d'action, cette notion de dépassement, cette notion de se donner des buts et d'aller vers ces objectifs. Mais je le répète, ce n'est pas nécessairement des objectifs de l'autre monde. Hein. Alors, comment faire? Ben, en redéfinissant peut-être ces valeurs et en s'engageant dans des actions variées qui y répondent de différentes manières. Donc finalement, on voit qu'il y a des notions qui sont très importantes et en particulier la notion de poursuite de sens et d'engagement qui amène à la satisfaction. Et pour finir, Seligman, toujours lui, a résumé un petit peu les choses sur ce schéma, c'est-à-dire qu'on retrouve cette notion qui s'appelle la notion de PERMA. Alors, c'est quoi? Ben, le P, ça correspond aux émotions positives, c'est-à-dire que l'objectif, c'est trouver le moyen de les expérimenter au maximum. Ben, ça décuple le sentiment de satisfaction. Le, c'est l'engagement, c'est-à-dire que cet engagement nécessite de trouver un intérêt à ce que l'on fait, de relever des challenges, de maintenir un certain niveau de concentration dans l'action. Et on parle souvent en psychologie positive de la notion de flux en français ou de flow en anglais. R pour relationship, c'est-à-dire les relations, hein, entretenir des relations positives au niveau d'un travail quotidien, c'est-à-dire c'est une façon d'être par rapport au monde, c'est le fait d'être poli, d'être cordial, absence de médisance, finalement donner une dynamique d'empathie à tout ça. Hein. Et puis, le M, meaning in life, c'est-à-dire donner du sens à ce que l'on fait. Et ça, c'est un point majeur, c'est-à-dire que donner du sens à ce que l'on fait, ça participe au bien-être et ça valorise la contribution de chacun. Et pour vous remercier de votre attention, je finirai sur une notion de bonheur qui m'est propre. Merci, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. C'est super, très intéressant. J'ai regardé un peu les questions qui arrivaient. Je laisserai la parole rapidement à Linda. Mais je crois que tu plonges dans un club qui s'appelle Alpha quelque chose, non? Beluga? Non, Nice Diving, ça s'appelle. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une Alpha Beluga Fréjus qui te remercie de la pub pour la plongée. Ah, ben parfait. Alors, très bien. Okay. Alors, Linda, je te laisse la parole si tu veux faire un petit Oui, résumé. donc voilà, on a eu pas mal de questions. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de répondre à tout ça, mais il y a plusieurs questions, plusieurs personnes qui posent la question est-ce qu'il faut avoir souffert pour être heureux finalement, pour trouver le bonheur? Qu'est-ce que Alors, tu en penses? à mon sens, non. C'est-à-dire que je pense, comme on disait, que c'est important d'avoir des références. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on a souffert, mais en tout cas, c'est sûr que si on nage dans le bonheur en continu, ça peut pas fonctionner. Comme on l'évoquait, il faut avoir des références. Maintenant, non, avoir souffert, absolument pas. D'ailleurs, ça me rappelle une soirée. C'était une soirée. Voilà, très jet set, etc. Et puis donc c'était un moment de cocktail. Et puis il y a une dame qui s'approche de moi et qui me dit mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis je suis psychiatre. Alors le truc il faut jamais dire en soirée. Hein. Et puis elle me dit mais oui mais je vois vous êtes quelqu'un qui a souffert. Et je me suis regardé, je me dis, mais quelle image je dois lui donner? Parce que bon, je touche du bois, j'ai jamais souffert. Mais globalement, voilà, pour être psy, pour comprendre les autres, il fallait avoir souffert. Ben, c'est un peu la même chose pour le bonheur. Non, je pense qu'on peut très bien être heureux et pas nécessairement dans ce cadre-là, d'être dans une dynamique où on est dans un registre où on a absolument nécessité d'avoir souffert pour être heureux. Non, non, pas du tout. Ok. Très bien. Après, il y a Steve Pronovost qui nous demande, est-ce que, en ce qui concerne les distorsions cognitives, il demande, mais comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de retomber sans cesse dans les distorsions cognitives? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Qu'est-ce que tu pourrais dire?
Alors par rapport à déjà, ça? par rapport à ces distorsions cognitives, je pense que bah, ça, c'est tout l'objet justement d'une TCC, d'une thérapie plutôt cognitive de deuxième vague. C'est-à-dire que déjà, l'objectif, c'est d'en avoir conscience. Et souvent, moi, je vois par rapport à des patients, presque le fait de repérer les distorsions cognitives, ça devient un jeu à terme. C'est-à-dire dire, ah ben tiens, vous voyez là, vous me parlez de ça vous fait penser à rien. Ah ben oui, effectivement, c'est la distorsion cognitive dont on a parlé la fois dernière. Et je pense que le meilleur moyen pour ne pas retomber dans ces distorsions cognitives, ben, c'est justement d'essayer d'apprendre à les repérer, d'en être conscient. Maintenant, il faut savoir que, comme on l'évoquait, naturellement, on a tendance à avoir des distorsions cognitives. On en a Bien tous et sûr. on interprète ça. Et comme on disait, c'est même un moyen de préservation à certains moments. Mais Mm. l'objectif, c'est justement de pouvoir prendre de la distance et du recul par rapport à ces distorsions, d'en être conscient, voilà, tout simplement. Et voilà, après s'entraîner, en fait, de les repérer au fur et à mesure, Exactement. tout le temps. OK. Après, il y a Florence Petito qui demande quelle est la place, on a un peu répondu en partie, mais quelle est la place du tempérament dans cette quête du bonheur? Qu'est-ce que tu Et le dirais par tempérament, rapport ça rejoint un peu ce qu'on évoquait, à ce qu'on avait c'est-à-dire dit? c'est au départ l'héritage génétique en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est la moitié. Voilà, c'est à peu près 50%. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout quelque chose qui est défini à vie. C'est quelque chose qui peut évoluer et c'est quelque chose, voilà, qui même si c'est figé, si c'est fixé, ben on a quand même 40% d'action où on peut 40%. travailler Oui. là-dessus. Hein, c'est un point important. Ça, Prenons un exemple, c'est comme au niveau physiologique. Je veux dire, quelqu'un qui fait du sport, ben vous allez prendre trois ou quatre personnes qui vont faire du sport. Il y en a une qui va se muscler d'une certaine manière, l'autre qui va pas perdre de poids. Mais globalement, le fait de faire du sport, ça va améliorer les choses. On a un capital génétique. Ben là, c'est un peu la même chose. Tout n'est pas figé. ça donne de l'espoir aussi, parce Ah qu'on peut ben vraiment, oui. là, il y a de quoi faire. Alors, après, Bah, il y a une question, par exemple, est-ce qu'on peut ouais, être heureux avec un trouble borderline? Eh ben, on peut être heureux avec un trouble borderline. C'est-à-dire que le problème du trouble borderline, c'est que globalement, c'est une hyper-émotionnalité. C'est-à-dire que la personne qui souffre d'un trouble de personnalité de type borderline, ça se caractérise par une intolérance à la frustration, une tendance au passage à l'acte auto- et hétéro-agressif, souvent une problématique abandonnique avec toujours la peur majeure d'être abandonné. Donc, c'est certain que dans le cas d'un trouble de personnalité de type borderline, les émotions sont majorées dans un sens ou dans l'autre. Et ben, tout le travail qui peut être fait et qui doit être fait en thérapie, c'est justement de permettre à la personne à mieux gérer ses émotions. Mais bien entendu qu'on peut être heureux, heureusement, mm, Oui, après, je pense que ça rentre dans un peu ce que tu disais, le 50% du tempérament. Parce que une complètement. grande partie du borderline, c'est aussi un tempérament qui facilite la colère. L'expression de la colère est très intense, c'est le noyau du borderline. Et malheureusement, voilà, il faut créer un environnement, une thérapie, un contexte qui permet aussi de pouvoir contenir cette explosion émotionnelle, l'impulsivité, etc. Alors, Complètement. il y a une petite question sur le couple. C'est une personne qui dit comment faire pour relever des challenges quand mon mari est jaloux de mes défis sportifs. Alors, ça, c'est toujours la problématique. C'est-à-dire que dans ce contexte, ben, l'objectif, c'est justement d'essayer peut-être de définir un petit peu les bases de fonctionnement du couple. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être dans une jalousie, entre, je mets vraiment des guillemets, malsaine dans le cadre du couple. Je pense que l'objectif, c'est au contraire, plutôt d'être dans une notion de challenge. Et si le mari est un peu jaloux des résultats sportifs de sa compagne, ben, ça peut être pour lui peut-être un moyen de se stimuler et de se dépasser. Et on disait tout à l'heure, fixer des challenges. Vous savez, c'est l'image classique souvent qui est donnée par les médias ou par les hommes d'affaires de la France et des États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en France, tu roules en Porsche, quelqu'un va dire, ah ben regarde ce pourri, il roule en Porsche, il frime. Tu vas aux États-Unis, tu roules en Porsche, la personne va t'arrêter et va dire, mais comment tu as fait pour t'acheter ta Porsche? J'aimerais faire pareil.
Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être dans cette notion de jalousie ou quoi que ce soit, mais peut-être d'être dans une notion de stimulation. C'est-à-dire de dire, ben, tu as réussi, je sais pas moi, tu as fait le marathon, tu as réussi à finir l'Ironman. Ben, comment tu as fait? Comment tu t'es entraîné? Avec qui tu t'es entraîné? C'est un point important. C'est sûr que si ma femme, tous les dimanches matins, se lève à 6 heures du matin et va courir d'1 kilomètre, nager 5 kilomètres et faire 100 kilomètres de vélo pendant que moi, je suis à la maison à manger des chips sur le canapé, et ça n'a pas vraiment de raison de déclencher chez moi une jalousie. Par contre, bah, si elle arrive à finir l'Ironman, comment elle a fait? Comment je peux faire moi pour aller dans ce sens? Et si vraiment ça me pose problème, comment je peux faire pour l'égaler et éventuellement la dépasser? Après, il y a un commentaire par rapport à ce qu'on a dit sur le cigare, sur le whisky. Évidemment, on ne va pas inciter les personnes à utiliser des produits dopants, que ce soit le cigare, le whisky, mais même le sport. À la limite, ça Bien peut être sûr, un produit dopant. Là, on parle vraiment des plaisirs qui peuvent rester des plaisirs s'il y a vraiment une modération, hein. Et le complètement. problème de toutes les dépendances, c'est l'excès, d'avoir un plaisir immédiat qu'il faut augmenter pour pouvoir le conserver. Mais complètement. Et c'est là justement la différence entre la notion de plaisir et de besoin. Je veux dire, c'est certain que, voilà, on parlait du cigare. Moi, j'incite personne à fumer le cigare. Mais la différence, par exemple, entre le cigare et la cigarette, c'est que la cigarette, bon, ben, il y a quand même cette nécessité de fumer et de prendre de la nicotine. Le cigare, on n'absorbe pas la fumée. Et le cigare, on va pas le fumer dehors quand il pleut, Il faut du entre deux temps. cours, par exemple. Il faut du Voilà, temps. ça prend du temps. Mais après, voilà, le cigare, alors personnellement, je suis amateur. Maintenant, dans ma famille, je suis le seul, hein, donc quand je commence à sortir un cigare, il y a tout le monde qui part en courant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de global. Mais c'est pareil pour plein de choses. Je vous parlais de la plongée, donc je suis ravi que quelqu'un ben, ait réagi par rapport à ça. Maintenant, soyons clairs, j'ai plein de potes qui disent, mais moi, la plongée, ça me gonfle, je suis pas du tout contemplatif, et me retrouver sous l'eau et pas pouvoir remonter comme je veux, c'est un cauchemar. Donc, je pense que ça correspond à la notion de valeur, et c'est important d'arriver à déterminer quelles sont vos valeurs, et comme tu le dis très bien, d'essayer de déterminer des actions qui ne sont pas nocives. Le sport, bien sûr que c'est très bon pour la santé. Maintenant, si vous courez 40 km tous les jours, à la fin de l'année, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Ouais. Justement, il y a quelqu'un qui demande comment on fait pour déterminer ces valeurs. Jérôme, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Comment on fait alors du coup de les déterminer, de savoir dans quel sens on doit partir? Ah ben, je pense que ça fait partie aussi, comme on l'évoquait, hein, de la notion un petit peu de pleine conscience, de pleine présence. C'est-à-dire que ça m'arrive, moi, souvent, je pense que Linda et Pierluigi, ça doit vous arriver aussi, où parfois je suis en consultation avec des patients et puis je leur dis, ben, ça serait bien que vous fassiez des choses qui vous font plaisir, que vous arriviez à déterminer un petit peu des activités qui vous font plaisir. Et là, je les vois quasiment paniquer en disant, mais je ne sais pas ce qui me fait Ouais. plaisir. J'ai pas cette notion de plaisir. Et ça, c'est un point important. Alors, j'avoue que ça a dû être pour moi un travail personnel, parce que moi, c'est l'inverse. J'ai tellement de trucs qui me font plaisir que j'ai pas le temps de les faire. Mais parfois, il y a des personnes qui ne savent pas ce qui leur fait plaisir. Mais justement, on travaille là-dessus, et c'est un point important. Et ça fait partie justement du travail qui est fait en thérapie, ça, hein. De Alors, reconnecter avec ses valeurs. Oui, oui, Pierluigi. j'ai une question de William qui demande s'il y a un lien entre la spiritualité, les religions et le bonheur. Quoique les religions, Euh, en général, promettent le Bien paradis, sûr, certaines. mais bien sûr. Et je pense, comme on l'a dit, ça fait partie justement de la dynamique d'engagement. Mais c'est pareil. Alors, pour le coup, je suis désolé, le parallèle est peut-être pas très élégant, mais je ferai le parallèle avec le cigare. C'est-à-dire que quelque part, il y a des personnes qui sont dans une dynamique très spirituelle, voire très religieuse, et ça leur fait énormément de bien. Et puis, il y a des personnes qui rejettent complètement ça. Et si on n'est pas du tout dans ce type de valeur, il faut pas forcer le trait. Mais justement, la religion, bien sûr, peut être quelque chose de très positif dans le cadre d'une dynamique de bonheur, bien entendu, mais à ne pas imposer à tout le monde. Oui, donc ça veut dire aussi que, en fait, on va être éduqué au bonheur. La société construit des valeurs
Mhm. Parce qu'on a souvent parlé des valeurs ce soir. Les valeurs sont aussi des renforçateurs. Et la société, socialement, on construit ce qui est important à faire et à vivre dans notre société et qu'est-ce qui est important à obtenir. Par exemple, l'altruisme, c'est un comportement, en fait, qui rend service à tout le monde. C'est un peu les relations positives de Seligman, c'est-à-dire d'investir dans le fait d'avoir de bonnes relations. L'altruisme, c'est mettre un peu l'argent à la banque, petit à petit, tous les jours, des économies, et ensuite, quand on a besoin, on va chercher de récupérer aussi de l'aide, parce que tôt ou tard, on aura besoin d'aide. Et donc, la religion ou les philosophies indiquent parfois une manière de se comporter et orientent le comportement vers des choses qui peuvent être essentielles, peuvent être importantes et peuvent donner du plaisir. Complètement. Alors, il y a peut-être un malentendu avec une personne qui met l'accent sur l'évitement des émotions désagréables, en disant que parfois certaines pathologies, certaines souffrances sont essentiellement dues à l'évitement des émotions. Qu'est-ce que tu peux en dire là par rapport à ces stratégies? Non, je pense que l'objectif, c'est pas du tout d'être dans l'évitement, c'est d'essayer au contraire d'être dans la compréhension et d'essayer d'être dans une dynamique où on essaye de modifier ses émotions, ses pensées, ou alors de prendre du recul par rapport à tout ça, mais pas du tout être dans l'évitement. La notion d'évitement, on parle un peu de déni aussi. Là, malheureusement, non, c'est pas adapté. L'objectif, c'est d'être dans une dynamique un petit peu d'acceptation, au contraire, mais de pouvoir une acceptation positive, pas le fait de dire j'accepte et je courbe les chines, quoi. Hein, c'est pas du tout l'objectif. Et le principe même des TCC, de toute façon, c'est globalement d'éviter. Hein. Tout à fait. Alors, il y a une question intéressante, encore de William. Est-ce qu'on peut être heureux en renonçant à ses désirs? J'ai envie de lui dire peut-être de lire les stoïciens et les épicuriens, parce il y a pas mal de réponses. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on fait avec les patients, comme tu disais, avec la Porsche. Hein. Quand on a un travail de professeur d'université comme le mien, je pense que vouloir désirer une Porsche, ce n'est pas la bonne manière d'être heureux dans la vie. Hein. Donc peut-être qu'il faut désirer les choses qu'on peut avoir et pas les choses qu'on ne peut pas avoir. Hein. Qu'est-ce que tu Ah peux ben, en dire par rapport à complètement. ça? Et puis c'est presque philosophique, mais j'aurais tendance à dire, et c'est pas du tout négatif ce que je dis là, mais la vie est un renoncement de toute façon. C'est-à-dire que quelque part, je vais te dire, même la personne qui roule en Porsche, peut-être qu'elle voudrait rouler en Ferrari. Donc je pense que l'objectif, c'est au contraire, c'est pas tant de renoncer, c'est le fait de faire des choix. À partir du moment où on fait un choix, ça veut dire qu'il y a un renoncement, on peut pas tout avoir. Mais par contre, une fois que le choix est fait, d'avoir le plaisir d'avoir fait ce choix. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être dans un engagement et d'être dans la satisfaction de ce choix. C'est-à-dire, comme tu disais, en tant que professeur d'université, tu peux peut-être pas te payer de Porsche, mais en tout cas, tu as une satisfaction au quotidien parce que si tu choisis cette voie-là, c'est parce que tu as envie de transmettre, c'est parce que tu es dans quelque chose de positif qui te fait plaisir au quotidien. Et je pense que c'est un point majeur. Maintenant, voilà, le but c'est ça, parce que il faut vraiment faire attention à cette notion de renoncement, parce que le renoncement, renoncer, on est obligé de renoncer, on renonce à tout. Vous allez vous marier avec quelqu'un, vous allez renoncer à votre vie de célibataire. Vous allez acheter une voiture, vous allez renoncer à acheter autre chose. Voilà, c'est normal. Et quelque part, ça fait partie de notre équilibre aussi. Donc, c'est tout à fait adapté. Alors Il peut-être faut pas voir le renoncement. Voilà, il faut pas voir le renoncement comme quelque chose de négatif. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Alors, peut-être une dernière question de Gabriel. En fait, elle est un peu interloquée peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment des gènes à identifier comme étant responsables de l'aptitude au bonheur? Alors, il n'y a pas eu de gène identifié. Quand on parle d'aptitude, l'aspect génétique, comme on disait, ça rapproche plus au tempérament, au mode de comportement. Après, il y a alors on va pas rentrer dans le détail, il y a des allèles de gènes qui ont été identifiés sur plus quelque chose qui va relever de l'impulsivité. Alors, ça va renvoyer à la sécrétion de sérotonine, par exemple. Hein. Mais voilà, vraiment, on n'est pas du tout dans quelque chose de construit, c'est plus dans des modes de comportement très basiques. Quand on parle vraiment de dynamique génétique, ça renvoie, oui, à l'aspect gène, mais
vraiment, en gros, à notre héritage, si vous voulez. Voilà, c'est plus ça. Oui, c'est une question plutôt de tempérament, par exemple, d'une sensibilité à la frustration ou une sensibilité à exprimer certaines émotions avec une intensité qui est très élevée dans un environnement familial qui n'est pas capable de supporter ça, par exemple. On le voit, tout à l'heure on parlait de borderline, il y a un peu de ça. Il n'y a pas seulement le borderline qui le devient suite à de la maltraitance infantile, on a aussi celui qui naît avec une très forte sensibilité à réagir par la colère quand il y a des frustrations. Et cela peut mettre à risque de stress, en fait, de l'environnement, stress de l'environnement, et l'environnement ne sait pas répondre ou absorber ce type de comportement. Complètement. Donc, voilà. Je te remercie, Jérôme. Je pense que tu as bien présenté les choses autour du bonheur. J'ai bien aimé la présentation avec ce qu'on peut faire pour augmenter les aspects positifs du bonheur, et une deuxième partie qui était axée sur comment est-ce qu'on peut faire aussi pour réduire une souffrance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la thérapie s'oriente vers l'augmentation des aspects positifs, mettre en place des comportements qui vont nous aider aussi à créer du bonheur, du bien-être, et pas seulement l'attendre qu'il arrive dans la vie, et aussi toutes les techniques que tu as évoquées par rapport à la distorsion cognitive, par rapport aux croyances, par rapport à toutes ces pensées, en fait, qui créent aussi de la frustration, de la détresse et la gestion des émotions qui est très importante. La gestion de la tristesse, gestion de l'anxiété, gestion de la colère, voilà, qui nous permet, en fait, de réduire les obstacles au bonheur. Donc, je te remercie pour ta présentation. Merci, Linda. Je te laisse conclure peut-être. Voilà, merci encore Jérôme. C'était vraiment super. On a beaucoup de retours là, des gens qui disent que c'était super, très intéressant. Et donc on nous demande un peu, voilà, pour la rediffusion. Donc on va s'en occuper aussi. Vous recevrez tous probablement un mail avec toutes les informations et le lien. Donc ben voilà, ben merci encore Jérôme, vraiment top. Super. Un grand merci. Et puis, tu vois, finalement, pour illustrer un peu ce qu'on disait, ce soir, j'ai renoncé à la soirée Beaujolais Nouveau, mais quel bonheur d'être avec vous. Oh, c'est gentil. Merci Je beaucoup. pense, Jérôme, que tu as encore le temps pour la rejoindre la Oui, tu soirée. as le temps de descendre un peu, Donc, que tu as retardé le premier verre. Ok. Allez, mais merci à tout le monde aussi d'être venu, d'avoir écouté. Et voilà. Ben, pensez aussi à nous suivre sur les réseaux. J'espère qu'on va pouvoir continuer de faire des webinaires comme ça de temps en temps. Merci Jérôme, merci à tout le monde et merci pour vos questions. C'était très intéressant. Ouais, super. Merci encore. Merci. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée.